Bonjour Daniel Pierre. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir un personnage, Comenius, rosicrucien et pédagogue de la paix. Alors, qui est Comenius et pourquoi est-il si peu connu? Comenius est présenté comme un humaniste tchèque du XVIIe siècle. Ce nom de Comenius est un nom latinisé. En réalité, le personnage s'appelait Jan Amos Komensky. Pourquoi est-il si peu connu? Je crois parce que c'est une culture, la culture tchèque, peut-être un peu éloignée de la nôtre, et puis aussi parce que les traductions des œuvres de Comenius sont assez tardives en France. La plupart de ses ouvrages étaient écrits en tchèque ou en latin. Et nous avons eu quelques pages choisies qui ont été traduites dans les années 50 et la plupart et pratiquement toute son œuvre traduite ensuite en 1992, ce qui est assez proche de nous. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on de Comenius? Pourquoi est-il d'actualité? Tout d'abord parce que l'UNESCO a présenté ces pages choisies de Comenius en 1957 avec une préface à l'ouvrage qui est une préface qui a été écrite par Jean Piaget. Jean Piaget a intitulé sa préface « L'actualité de Comenius ». Donc c'est un terme qu'on peut reprendre de là. Et les thèmes contenus dans son œuvre sont des thèmes tout à fait actuels, de pédagogie, de réflexion sur la paix. Et ces thèmes sont, je crois, très utiles pour nous, pour une meilleure compréhension du monde actuel, qui tout compte fait est assez perturbé, un peu à l'image du temps de Comenius. Vous nous avez parlé des œuvres de Comenius, et une de ces œuvres s'intitule « Le labyrinthe du monde et le paradis du cœur ». Vous pouvez peut-être développer un petit peu ces deux notions. Oui, c'est une œuvre très intéressante. À l'époque de Comenius, le monde est en guerre. Ce monde du XVIIe siècle, c'est le monde des guerres de religion. Comenius était un Morave, donc une région orientale de la Bohême. Et en tant que Morave, il était favorable à la religion réformée, à la religion protestante, avec une petite touche particulière qui est celle d'une église morave qui s'appelle l'église de l'unité des frères. Un courant tout à fait particulier. Et Comenius a été chassé de son pays. De par ses idées, il était en danger par rapport à l'empire des Habsbourg qui défendait effectivement la religion dominante, c'est-à-dire la religion catholique. Il a perdu sa maison avec ses manuscrits, ses livres. Il a perdu sa première femme, ses enfants dans l'incendie de la ville de Fulnek qu'il habitait au tout début du XVIIe siècle. Comenius a donc eu une vie tumultueuse, une vie de souffrance, une vie douloureuse. Il a perdu également une seconde femme, puis une troisième femme, une deuxième fois toute sa bibliothèque, tous ses manuscrits. Et Comenius voit le monde comme un labyrinthe. Et l'histoire de ce labyrinthe, c'est l'histoire d'un pèlerin, mais c'est un peu Comenius, qui parcourt le monde, comme lui. Comenius, on l'a vu aux Pays-Bas, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu en Suède. Il parcourt l'Europe et il est ce pèlerin qui se débat dans une sorte de labyrinthe qui est celui du monde véritable. Le titre de son ouvrage, c'est aussi « Le labyrinthe du monde et le paradis du cœur ». Donc Comenius essaie de nous montrer qu'en réalité, la paix, il la trouve en son cœur. Alors je crois que Comenius accorde une importance toute particulière à la pédagogie et il a cette idée très originale pour son époque que tous les hommes doivent être éduqués. Et oui, il y a une époque où tous les hommes ne sont pas éduqués. Nous savons bien que les écoles, telles qu'on les connaît maintenant, n'existaient pas au XVIIe siècle. Et pour Comenius, afin que le monde aille mieux, il faut que la conscience de l'humanité en général s'élève vers une sorte de pureté, vers la sagesse. Alors,
Comenius souhaite effectivement, pour que cette conscience de l'humanité en général puisse s'élever, souhaite que tous les hommes, par l'éducation, soient élevés en conscience. Il développe l'idée de 3 degrés. Je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vie, l'homme doit apprendre dans un premier temps à se connaître, ensuite à se gouverner, et ensuite à tendre vers Dieu. Sachant très bien qu'il y a une sorte d'ordre ascendant de ces degrés, mais nous pouvons penser aussi à l'ordre descendant. Tendre vers Dieu pour mieux se gouverner, pour mieux se connaître, et inversement. Il y a une sorte de résonance harmonique entre les 3 degrés. En apprenant à se connaître, on tend vers Dieu. En apprenant à tendre vers Dieu, on se gouverne, etc. Ça, c'est une idée très, très, très intéressante. Alors, cette notion d'éducation individuelle chez Comenius se double d'une réflexion sur l'organisation collective et notamment, il aborde la notion d'un gouvernement mondial. Oui, parce que Comenius, qui voit la douleur tout autour de lui dans ce monde du XVIIe siècle, à feu et à sang, Comenius se rebelle un peu contre l'idée de la guerre. Donc il voudrait faire en sorte que les hommes vivent une vie meilleure, c'est-à-dire une vie paisible. Et l'idée qu'il soumet à notre réflexion, même 400 ans après, c'est cette idée de garantir la sécurité pour tous. Là, on voit bien justement l'impact de sa vie douloureuse dans cette pensée-là. Donc il veut garantir la paix à tous les hommes. Seulement garantir par un gouvernement mondial, ça ne suffit peut-être pas. Parce qu'on ne peut pas, un gouvernement ne peut pas, d'une certaine manière, imposer la sagesse aux hommes. Il faudrait déjà que ce gouvernement soit formé d'hommes sages, mais en plus que chaque homme puisse recevoir les injonctions ou les orientations d'un gouvernement de façon sage également. Donc il y a cette alternance entre la sagesse au niveau mondial et la sagesse au niveau individuel. Cette idée est tout à fait moderne, c'est sûrement pour cela que Jean Piaget, le psychopédagogue du milieu du XXIe siècle que tout le monde connaît bien, Jean Piaget, dans sa préface, montre cette idée de l'actualité de la philosophie de Comenius. Au passage, cette philosophie est une philosophie universelle et Comenius, en se servant du préfixe pan, lui donne le nom de pansophie, c'est-à-dire philosophie universelle. Dans ces structures internationales, quelle va être la place de l'homme ? Vous avez déjà un peu ébauché cette vision, mais peut-on la préciser ? Et oui, parce que là, c'est une chose très importante, la place de l'homme. L'homme, en se changeant lui-même, doit pouvoir changer la société. C'est-à-dire que la société avance à la mesure où chaque homme, effectivement, avance dans sa prise de conscience de ce qu'est le but de l'humanité. Au lieu peut-être de parler de gouvernement, nous pourrions parler de gouvernance, c'est-à-dire quelque chose qui serait bâti à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Que l'être humain, dans son individualité, soit aussi structuré que l'est la masse elle-même. Et là, nous retrouvons une idée chère à Jung, par exemple. En quoi les thèmes développés dans l'œuvre de Comenius sont des témoins de la pensée rosicrucienne ? Alors il y a les thèmes, effectivement. Mais il y a aussi même certains, je dirais, termes. Thèmes et termes. Des termes utilisés par Comenius lui-même. Bon, d'abord, dans certains titres. Le pèlerin témoigne sur les rosicruciens. Ou bien un titre d'un ouvrage qui s'est intitulé pendant un certain nombre d'années « L'abrégé de physique » et qui est devenu « La lumière d'un Rose-Croix », le même ouvrage. Il y a donc à la fois ces mots-là qui sont utilisés, il y a à la fois des traces de correspondance qu'il a pu avoir avec certains Rose-Croix illustres du XVIIe siècle. Je pense en particulier à Jean-Valentin Andréae, avec qui il a eu de nombreux échanges épistolaires, une sorte de communion de pensée justement avec l'auteur des Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, mais aussi à l'origine des manuscrits rosicruciens. Il faut savoir que Comenius, en plus, en 1623, quand il écrit son Labyrinthe du monde, eh bien, il le fait à l'époque où
les affiches des Rose-Croix de l'époque sont placardées sur les murs de Paris. On voit bien toute cette mouvance rosicrucienne, tous ces grands penseurs, effectivement, qui sont en lien les uns avec les autres. Des liens physiques, mais aussi des liens plus subtils au niveau de la pensée et de la communion d'esprit, disons. Merci Daniel de ces quelques aspects que vous avez développés et peut-être que chacun de nous pourra les découvrir plus amplement en prenant connaissance de son œuvre. Oui, elle est monumentale et elle est très intéressante. Merci beaucoup. Merci.